Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Le sommaire de nos invités aujourd'hui, dans un instant, nous allons recevoir Caroline Alix, avocate et criminologue, avec qui on parlera de la justice restaurative. C'est le sujet du jour. Martine Fazer sera aussi avec nous et fera un petit débat sur le Gouka, justement, car nous avons Divinia Gouka là. Elle sera avec Karine Blombou, qui est présidente de l'association Djok, et un petit embouillé, Boula Maquet, qui s'appelle Quentin Duguimel. Un peu plus tard, Eddie Arnel, c'est un artiste aussi, auteur dramaturge, sera là avec Jacques Darbo. Et on va terminer, bien évidemment, avec le focus du jour, qui est consacré à Bastère. Attention, il y a un piège. Sinon, l'actualité, c'est Iman News. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, au niveau de l'actualité aujourd'hui, on fera un retour sur l'arrivée du ministre Darmanin, donc, qui est en Guadeloupe pour 2 jours et qui va à la rencontre de différents services de l'État, départements, parlementaires. Il fera aussi une petite incursion par rapport au problème de la canne. Voilà. On sera aussi sur l'opération Créa Fouille à Mornalo, donc renouvellement d'une opération qui permet aux enfants d'avoir un fruit frais à chaque récréation. Il sera aussi question du démantèlement du réseau cuivre sur Petit-Bourg, qui est donc la première ville à amorcer cette transition. Et on viendra sur l'ouvrage donc Femme blanche dans Habitation hantée, donc Simone Paulin, avec son livre qui est paru. Voilà pour l'actualité. Et on va développer donc le premier titre qui est l'arrivée du ministre Darmanin sur la Guadeloupe pendant 2 jours. Il est accompagné de la ministre déléguée aux Outre-mer et c'est l'occasion pour lui de faire le point par rapport à la violence, par rapport aux opérations anti-drogue sur Pointe-à-Pitre, le problème de l'eau et le problème de la canne. On voit un reportage de Solène Fèvre. On est très heureux d'être venu en premier voir le président Chalus et le conseil régional, qui a évidemment un poids très important ici en Guadeloupe. Lui apporter de nouveau le soutien amical du président de la République, qu'il connaît bien, et lui dire que nous sommes, après la ministre des Outre-mer qui est venue voilà quelques semaines, venus pour travailler d'abord à la sécurité des Guadeloupéens. J'ai l'occasion ce soir, avec la ministre, de pouvoir me rendre sur une opération place nette, c'est-à-dire de lutte très forte contre la délinquance à Pointe-à-Pitre. Nous sommes très attentifs au dossier de l'eau, sur lequel la région met beaucoup de moyens. La ministre porte un projet très, très important sur l'autorité de monsieur le préfet pour améliorer le quotidien des Guadeloupéens. Les choses vont bien, même si évidemment elles sont toujours difficiles. Et puis, on en parlait avec le président Chalus, des accompagnements des équipements et d'infrastructures très importantes pour les Guadeloupéens. Demain, moi, j'aurai l'occasion de signer une convention pour l'eau qui concerne le syndicat, donc à la fois pour réaffirmer l'investissement de l'État sur une compétence qui n'est pas la sienne, mais sur laquelle il met les moyens pour faire en sorte que l'eau puisse revenir sans que des tours d'eau à terme soient toujours nécessaires. On a aussi évoqué des questions importantes comme celle de la santé, avec la nécessité de trouver des solutions pour faire en sorte que des médecins puissent pouvoir exercer. Il a été confirmé qu'un médecin serait affecté à la désirade, un médecin généraliste, dans quelques mois. Que ce soit la ministre déléguée, que ce soit le ministre de l'Intérieur, ils le disent. Maintien de l'emploi de mer, peut-être une réforme, et nous avons insisté pour que ce soit en co-construction pour les élus soient impliqués. Nous avons parlé de la continuité territoriale entre îles, surtout pas au niveau national et Guadeloupe, mais les îles du Sud et la Guadeloupe. Donc un travail qui se fera avec la ministre déléguée. Nous allons parler un peu du problème de la grève actuellement avec les planteurs. Donc, il nous a promis que normalement demain, avec la ministre déléguée, il devrait voir l'usinier pour trouver une solution, pour que l'usinier puisse faire un effort. Surtout que la région, je le dis, qui n'avait rien à voir dans cela, c'est impliqué parce que c'est l'économie pour accompagner effectivement l'économie du pays. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je comprends que les Français, les Guadeloupéens, en aient marre de l'insécurité, qu'on ne doit pas trouver des excuses sociales à tout le monde. Je suis issu d'une famille populaire, j'ai été élevé par une maman seule, je ne suis pas tombé dans la délinquance, peut-être parce que ma maman m'a donné des règles. Donc, comme dirait le chanteur, laisse pas traîner ton fils, hein, c'est très important. Donc, il ne faut pas laisser traîner leur fils si on ne veut pas qu'il glisse, c'est très, très fort comme message. C'est aussi à rappeler que la délinquance doit être condamnée. Et moi, je suis là pour rappeler ces éléments très simples, que la sécurité, c'est pour tout le monde, pour tous les quartiers, y compris les quartiers populaires.
Et donc, j'ai demandé la multiplication des opérations de lutte contre l'insécurité aux policiers et aux gendarmes. Et nous allons rester donc avec Harry Chalus et par rapport à sa demande de rectificatif de nom de l'aéroport, donc qui demande que ce soit Maryse Condé le titre, voilà. Une demande qui n'est pas encore acceptée. Oui, mais enfin bon, voilà, il fait la demande. Donc on voit un reportage de Maurice Cessé, voilà. Autre première news, je me trouve au sein de la Bibliothèque nationale de France Richelieu, dans le 2e arrondissement, où un hommage a été rendu à Maryse Condé, grande écrivaine, par le président de la République, en personne, Emmanuel Macron. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités. Je vous propose d'écouter les quelques réactions que nous avons recueillies. Bon. Oui, c'est normal. Bon, j'ai été invité par le président de la République, comme la plupart des personnes. Je pense qu'effectivement, c'est vraiment un signe lancé aux Outre-mer à cette personne, à Maryse Condé. Le personnage de Maryse Condé, tout le monde connaissait. Donc, avec la famille, vraiment, c'était très émouvant. Les personnes qui ont précédé le président, qui ont lu des passages des livres de Maryse, le monde qui avait là, le parterre d'invités, vraiment, c'était très émouvant et je suis vraiment très, très content pour Maryse Condé, pour la Guadeloupe. Associer le nom de Maryse Condé à Aimé Césaire, à Senghor, à Fanon, à tous ces grands, voilà, que ce soit par les personnes qui ont lu des extraits de son livre, mais par le président de la République, dire qui elle était vraiment, c'était une très belle chose. Et je suis très content d'avoir entendu le président de la République dire ici même qu'il est favorable à ce que l'aéroport porte le nom de Maryse Condé. C'est vous qui avez lancé l'idée, un mot très très fort ici ce soir à Paris. Oui, l'idée a fait son chemin, vous savez, les gens ont parlé, la famille est d'accord, donc c'est arrivé au président, il attend de dire ça à plusieurs personnes aujourd'hui. Donc voilà, eh bien, on travaillera pour. Vous savez, comme vous le dites, hein, il y a eu des personnes pour, des contre. Quelle que soit la personne qu'on aurait proposée, il y aurait eu des pour et des contre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une personne qui fait l'unanimité. Donc voilà. Donc on doit l'aéroport Aimé Césaire à la Martinique et l'aéroport Maryse Condé un jour en Guadeloupe. J'espère bien, voilà, pour la famille, pour la Guadeloupe et pour ce qu'elle a apporté à la Guadeloupe au niveau national et international. Oui, nous sommes tous orphelins, évidemment, de la disparition de cette grande dame. Je sais que Maryse avait toujours dit que son père était un grand nègre, et j'ai l'habitude de dire que si c'était le cas, elle, c'est une grande dame. Oui, elle nous laisse un peu orphelins parce qu'on a besoin que des voix comme celle-là ne s'éteignent jamais. Sa voix s'est éteinte, ses écrits restent, et nous sommes dans la Bibliothèque nationale de France qui nous prouve bien que, effectivement, c'était un auteur, une auteure majeure de ce siècle en ce qui concerne la francophonie, la France et bien entendu notre pays, la Guadeloupe. Avez-vous retenu du discours du président de la République des mots essentiels sur Maryse Condé? Oui, ce sont des élégies, j'allais dire élogieuses, sans qu'on connaisse vraiment, mais ce qui me plaît beaucoup, c'est que le président de la République se soit déplacé pour ça. Voilà, il est exact 12h40 et Caroline Alix, notre chroniqueuse du jeudi là. Son générique tout de suite et on démarre sur la justice restaurative. Elle va nous expliquer ce que c'est. Maître Caroline est là et elle nous annonce que le 22 avril à 8h30, il y aura à l'université, sur le campus de Fouillol, un séminaire sur la justice restaurative. C'est bien ça? Oui, Danick. Donc lundi prochain, il y a des personnes très importantes qui vont se réunir pour définir dans notre territoire de la Guadeloupe comment mettre en place ce nouvel outil qui a été prévu par le législateur et qui implique énormément de partenaires de terrain, aussi bien dans le milieu du secteur privé que du secteur public. Oui, alors quel est le but de ce projet, de cette réunion? Alors, le but, c'est de permettre à des personnes qui ont été victimes d'agressions ou auteurs de violences physiques ou morales répétées, de pouvoir s'exprimer. Parce que lorsque le couperet de la justice tombe, ça fait des dégâts
ça fait des dégâts, ça répare des choses, mais ça fait aussi des dégâts et ça laisse des traces. Et il y a des personnes qui peuvent avoir besoin de s'exprimer, de reparler de tout cela, mais il faut pouvoir le faire dans un cadre sécurisé. Il faut savoir que ça existe depuis très longtemps au Canada, qui nous sert un peu de modèle, qui permet, qui à l'époque déjà avait organisé des groupes d'échanges, de discussions avec des collèges de victimes et des collèges d'auteurs, mais c'était pas personnel. C'était une victime d'agression qui parlait à quelqu'un d'anonyme de ce qu'il avait vécu, sans qu'il y ait d'affect et sans qu'il y ait de représentation particulière. Et c'était très utile. Et la France est en train de mettre ça en place, et la Guadeloupe aussi. Alors, est-ce qu'il y a un cadre législatif pour ce genre d'opération? Oui. Alors, cette loi, elle est un petit peu ancienne, elle date du 15 août 2014. Tu vois, c'est 10 ans, on est en 2024. Il était temps qu'on s'intéresse de près aux acteurs qui auraient pu le mettre en place. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est le SPIP, les services d'insertion et de probation de la Guadeloupe, qui sont en charge de mettre en place ces dispositifs en Guadeloupe et qui ont créé un comité de pilotage qui réunit le parquet, les juges d'application des peines, mais aussi le monde associatif, les associations d'aide aux victimes, Guadave, le SPIP, le SRJE qui gère les auteurs avec le SPIP. Enfin voilà. Et donc c'est une grande concertation autour des moyens qu'on peut avoir aujourd'hui pour permettre un dialogue, de retraiter des moments difficiles. Pour que la personne arrête de souffrir, d'un passé difficile avec une justice parfois aussi traumatisante, et 2, permettre à l'auteur de retrouver une certaine dignité et du recul avec ses réactions de départ. Et regarder tout cela en face, ça me paraît nécessaire et vital aujourd'hui. Et c'est plutôt rassurant de savoir qu'on a des relais institutionnels qui se chargent de le développer. Alors, qui sont les acteurs qui vont travailler sur le terrain concrètement? Alors, il y a les services du parquet pour réfléchir à comment on va mettre tout le monde en sécurité, parce que mélanger des auteurs et des victimes, c'est pas banal. On a plutôt l'habitude de séparer ces équipes-là plutôt que de les réunir, donc c'est un petit peu délicat. Et il y a le juge d'application des peines, qui voit aussi beaucoup de souffrance, tant chez les auteurs que chez les victimes, et parfois des familles qui ont du mal à se reconstruire après une période d'incarcération du papa, par exemple. Il y aura les agents du SPIP, évidemment, puisqu'ils sont pilotes du projet, et les directeurs de prison, et j'en oublie. Il y aura les services de protection de la jeunesse, puisque c'est un outil qui va être particulièrement adapté aux auteurs mineurs d'infraction, pour vraiment les mettre dans une réflexion. Et les associations de médiation telles que Altermédiation ou les associations d'aide aux victimes, comme je vous disais, Guadave, et le SRJE qui gère les auteurs. Mais alors, ces situations quelquefois complexes, alors comment vraiment on les traite réellement? Je t'avoue que moi, je ne suis pas encore formée aux méthodes, mais la loi a prévu des outils qui vont s'appeler la médiation restaurative. Alors, il y a déjà des médiations conventionnelles, des médiations judiciaires. Moi, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que ça va être la médiation restaurative. L'esprit, c'est toujours la même chose, c'est de traiter du lien et de refaire du lien pour ne pas rester dans un traumatisme et des ruptures avec des conduites d'évitement. L'idée, c'est de pouvoir retrouver sa liberté. Il y aura aussi des rencontres, donc comme je vous le disais, avec des collèges de victimes et des collèges d'auteurs, mais ce sera sur la base de la demande des personnes. Il y a des personnes, ce sera sur la base du volontariat. Il y a un outil qui s'appelle la conférence restaurative. Alors, je n'ai pas trop bien compris ce que c'était. Je pense que ça, c'est la conférence restaurative, c'est plus pour les mineurs, c'est-à-dire qu'on va impliquer un cadre familial pour les aider à réfléchir sur leur passage à l'acte, et on va responsabiliser les parents. Et il y a également le cercle restauratif qui, lui, a pour but d'éviter le procès. Vraiment, la famille, c'est une cellule délicate à appréhender dans un tribunal, et je trouve ça formidable qu'à un moment donné, on puisse travailler sur des passages à l'acte et de l'agressivité en dehors du tribunal. Alors, donc c'est des termes un peu fumés pour moi pour le moment. Mais... Oui. Alors j'ai quand même te posé une question à laquelle tu pourras répondre avec précision, puisque par rapport à ton bouquin L'art de la paix, qu'est-ce que ça porte de plus? Quel est le plus? Alors moi, ce que je voudrais apporter dans la réflexion, si je peux, si on veut bien
me donner une écoute attentive, ce serait de bien faire la part des choses entre le triangle dramatique de Karpman, qui est le stade de violence plus ou moins ordinaire, j'ai envie de dire, qu'on peut déclencher par maladresse plus que par méchanceté profonde, des problématiques de dangerosité qui sont plus inhérentes au pouvoir. Moi, je l'appelle le soleil pervers. C'est un dessin qui permet de bien résumer la problématique perverse, où on est plus dans des luttes de pouvoir, et où l'intention de détruire ne nécessite pas, elle est tellement consciente qu'il n'y a pas besoin de travailler dessus. Donc déjà, apprendre à repérer la différence entre un triangle dramatique et un soleil pervers, à détecter les situations qui vont être potentiellement éligibles à ce genre d'outils, ça va être central. Et puis après, travailler sur les besoins humains qui nous permettent de sortir des rapports dominants-dominés et apprendre à nommer des besoins avec des potentielles victimes devant des auteurs. Ça peut être très très enrichissant. Voilà. Donc rendez-vous lundi 22. Alors le lundi 22, c'est sur invitation, donc ça va se tenir à la faculté, mais je vous tiendrai au courant de comment ça évolue le projet. Moi j'espère que ce sera prêt pour janvier 2025, pour pouvoir permettre aux Guadeloupéens de bénéficier de ces réponses qui réparent les relations au lieu de les esquinter avec des décisions de justice qui éloignent les personnes. Et je vois qu'il y aura la projection d'un film aussi. Oui, ce film, les droits ont été rachetés par l'État. Je verrai toujours vos visages. Il sera projeté l'après-midi donc à la faculté pour permettre justement à tous les acteurs dans les domaines politiques, juridiques et associatifs de bien comprendre ce que peut apporter la communication non violente et le langage des besoins dans des situations douloureuses. Le ciné-débat animé par Eulalie Spaigo. Merci Caroline. Il est seulement 48 ans, le temps de revoir deux autres sujets, puisque Iman News est déjà là. Elle est sur les récré à fruits. C'est quoi ça? Récré à fruits, en fait, c'est une opération qui consiste à donner un fruit frais à chaque enfant, à chaque récréation. Et le but, c'est d'encourager, de manger des fruits, forcément, d'avoir des bonnes habitudes alimentaires et de réduire les collations matinales qui peuvent être parfois très grasses. Donc, on va avoir un reportage de Charlie Dagounia, puisque cette opération a été renouvelée sur Morne-à-l'Eau. Aujourd'hui, comme la municipalité depuis 2021 et même avant a décidé de rentrer dans le projet de récré à fruits qui se passe le mardi et le jeudi, on distribue des fruits locaux aux enfants. Ici, là, nous sommes à l'école de la Serre, c'est pour habituer les enfants à consommer les fruits locaux. Et notamment parce que les parents leur donnent le plus souvent à manger des sandwichs ou autre chose. Donc, c'est pour leur donner une habitude alimentaire. Moi, j'ai pris une banane parce que j'aime bien les bananes. Et parce que j'en ai l'habitude de manger. J'aime bien manger des fruits. Comme ça, ça me donne encore plus d'énergie. Tout cela vient du PAT, du projet alimentaire territorial, initié par le ministère de l'Éducation. Donc, nous sommes rentrés dans ce dispositif et c'est très bien. Les parents sont satisfaits. Disons qu'on a 2 tonnes de produits dans un mois. Donc, ça fait pour 1300 élèves. Aujourd'hui, j'ai mangé de la banane et de la pastèque. Et c'était bon. C'est bien, ça permet de manger des fruits, de découvrir des fruits aussi. Mais c'est un dispositif qui peut, pour l'environnement même, parce qu'actuellement, les enfants ont une certaine obésité, ou bien donc, même pour les parents, je pense que ça défait la précarité. Ça enlève la précarité parce qu'ils sont habitués maintenant qu'on donne les fruits aux enfants et puis les enfants sont très satisfaits. Aujourd'hui, j'ai mangé de la pastèque et du melon et j'ai aimé car c'est mes fruits préférés. Voilà, donc cette opération aura lieu jusqu'au 3 mai dans toutes les écoles de Morne-à-l'Eau. On va passer maintenant à la fibre optique et au démantèlement du réseau cuivre sur Petit-Bourg. D'ici la fin de 2025, en fait, ce réseau cuivre va fermer et on va basculer sur le réseau fibre optique. Et Petit-Bourg, c'est la première ville à amorcer cette transition. On va voir qu'est-ce que ça va changer pour nous, les usagers. C'est un reportage de Michel Depape. Nous sommes au rond-point des Mamelles, précisément à Barboteau. Et donc aujourd'hui, c'est un premier point de rendez-vous médiatique
pour présenter de manière pédagogique le dispositif qui consistera à démanteler le réseau cuivre par la suite et faire la différence entre le réseau que nous connaissons aujourd'hui, le réseau cuivre, qui sera très prochainement remplacé par le réseau de la fibre, et permettre, in fine, à nos différents habitants, à nos commerçants, à nos administrations, tous ceux qui sont sur le territoire de Petit-Bourg, de savoir quelle démarche effectuer pour migrer rapidement vers la fibre et ainsi conserver la téléphonie, l'Internet ainsi que la télévision. Petit-Bourg est l'une des communes les mieux desservies en fibre optique aujourd'hui, ce qui est un peu normal puisqu'on a commencé en 2015. Et donc aujourd'hui, 98,5% de la commune de Petit-Bourg est fibrée. Ce qui veut donc dire que la majeure partie des habitants peuvent aujourd'hui basculer sur la fibre. Et pourquoi c'est important de basculer sur la fibre? C'est qu'à partir du 31 janvier 2025, le cuivre va s'arrêter techniquement. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez une ligne ADSL ou un numéro de téléphone fixe qui est encore sur le cuivre, eh bien le 31 janvier 2025, ça sera fini, ça ne fonctionnera plus. C'est pour ça que la commune de Petit-Bourg, aujourd'hui, fait une opération de communication vers l'ensemble de ses habitants pour que les personnes qui n'ont pas encore basculé sur la fibre aient la capacité de le faire. Il est vraiment important que tous les concitoyens de Petit-Bourg prennent vraiment toute la hauteur du sujet parce que ça veut dire que quand ça va être coupé, il n'y aura plus de téléphone fixe. Donc c'est pas vraiment quelque chose qui est pour les personnes âgées, parce que bon, il y a des personnes âgées, eux ne prennent pas forcément tout le poids de ces choix technologiques. Et donc, il est important que leurs petits-enfants, leurs enfants, enfin bref, leurs proches, tout le monde, leur disent attention, dans quelques mois, tu n'auras plus de téléphone, il faut passer à la fibre. Alors bien sûr, la fibre, ils n'ont peut-être pas besoin d'Internet, ils n'ont peut-être pas besoin de la télévision, mais malheureusement, c'est comme ça. C'est un package dans lequel on trouve de la téléphonie, de l'Internet et de la télévision, mais avant tout, pour eux, c'est de pouvoir disposer de la téléphonie et de pouvoir toujours être joignable et de pouvoir surtout appeler si toutefois il leur arrivait quelque chose. Voilà, donc affaire à suivre pour cette fibre optique. On va faire notre première pause publicitaire et on revient tout à l'heure avec Martine et ses invités. Voilà, nous sommes revenus sur le plateau du ZCN News. Je vous l'ai dit, on va avoir aujourd'hui un moment spécial pour parler de musique en nous, Goka. Et c'est Martine Fazer, responsable de la chronique CS Moule, la culture selon Martine. La culture selon Martine, pas selon Moule. Vraiment, moi, dans Moule. Là. Mais de toute façon, MC Martine, c'est MC Martine comme Moule. Voilà. Bref, elle est venue avec deux personnes. Karine Blombou, bonjour. Bonjour. Elle est danseuse de Goka, professionnelle, présidente de l'association Jock. Donc, nous sommes en forme Jock. Alors, oui, ok, faut rectificatif tout à l'heure. Quand intervient avec Jock, oui. Nous sommes ex-présidents de Jock, mais toujours là. Ah, nous sommes ex-présidents, mais toujours Jock. Toujours Jock. Oui. Et avec un jeune, Quentin Durimel, Tambouillé, Boula Maquet, et on va entendre tous ces gens-là tout de suite. Martine, ces paroles-là. Salut Danick, salut à tout le monde, mais surtout aux auditeurs, aux auditrices. Merci de nous retrouver sur ce spécial. C'est le deuxième volet, puisque vous vous souvenez qu'il y a eu un premier volet. Donc j'ai même oublié de dire bonjour également aux auditeurs. Voilà, donc c'est fait, et au fan club qui me retrouve aujourd'hui ici. Donc deuxième volet, nous avions il y a quelques mois de cela présenté un premier volet avec des plus anciens du Gros-Cas, mais surtout à ce moment-là, nous avions invité Jean-Fred Castries, qui est de l'école de musique du Céphrim au Moule, et oui, Emmanuel Maximin, poète, déclameur, marqueur, et Suzy Kouchi, qui était ancienne danseuse de Gros-Cas. Nous avons parlé à ce moment-là de l'histoire du Gros-Cas, de son écriture, de tout ce travail de transmission qui est fait au travers des écoles. Et puis des grands maîtres du Gros-Cas, bien sûr, avec la manière dont
à ce moment-là, on pouvait évoquer le gros cas. Donc, on était déjà dans une démarche de parler de transmission, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui un petit peu plus profondément avec ces jeunes personnes qui sont à nos côtés. Mais aujourd'hui, on parle également de transmission, mais de faire évoluer le gros cas. Donc, au moment où j'ai travaillé sur cette première partie, il était question de vraiment respecter la tradition, de parler des grands maîtres du gros cas, je viens de le dire, maîtres gros cas qu'on appelle, qui sont ceux à qui on donne cette appellation, ce sont des joueurs de tambour. Ils ont fait naître ou mieux connaître cette discipline. Parmi eux, les plus connus, et on en parle souvent, donc il y a Vélo, il y a Guy Conquête, il y a Robert Loison, il y a Carnot, il y a aussi Yves Toll, Frise Nafer, Mansoso, Napo, et j'en passe sans doute. Tout cela sont des maîtres gros cas, ceux qui ont vraiment porté cette tradition lourde depuis le début, depuis le moment où le gros cas n'était pas encore, on va dire, bienvenu dans les familles, et ils ont fait tout ce travail. Mais aujourd'hui, nous avons traversé le pont et on va un peu plus loin. Je voudrais juste profiter de ce moment pour poser une question. Maître gros cas, ce sont des hommes. Aujourd'hui, seulement des hommes. On sait qu'il y a beaucoup de femmes. Il y a des femmes. Alors, je ne les connais pas, et ça serait bien qu'on puisse en parler, parce qu'effectivement, je ferai... Oui, mais est-ce qu'on leur a donné de manière officielle le nom de maîtresse K? C'est la question. Ah, parce qu'on parle des maîtres K. Eh bien voilà, c'est toute la différence. Ils sont dans le gros cas. Oui, mais ce sur lequel j'attire l'attention, c'est, j'ai bien parlé là des joueurs, ce qu'on appelle les maîtres K. D'accord, les grands noms. Ceux à qui on a donné le nom de maître. Ça veut dire au début en mer. Celle qui joue. Mais Raymond qui répond, pas occupé, parce que Raymond là, de toute manière, et il a aussi l'autre côté là. Donc, mais les maîtresses K avec l'appellation officielle, l'a-t-on donné de la même manière que j'ai entendu dire, je termine juste, pour la Martinique. Oui. Pour la Martinique, je viens d'apprendre que certaines femmes qui étaient dans le Belay viennent d'être reconnues comme étant maîtresses Belay. Mais elles ont un nom officiel et ça a été une cérémonie pour les nommer. Sakevin. Bon, donc voilà, je voulais faire cette petite introduction et cette question. En attendant de présenter nos invités, je suis vraiment ravie qu'ils aient pu répondre grâce à Raymond de ma chère amie. J'ai pu faire leur connaissance. Et donc les invités sur ce plateau, tu l'as dit, Danick. Donc nous avons Karine Blombou. On va commencer avec elle, honneur aux dames. Et dans cette nouvelle génération du cas, le cas a de beaux jours devant lui. C'est mon aussi. Péla. Donc on sait que cet art s'est enraciné. Il est là. Tu sais que c'est très difficile. Vous autres posez vraiment à l'antenne avec Jean-Luc Babier et là, d'accord? Est-ce que je dois encore préciser quelque chose, Danick? Non, mais on simplement. On va même demander pour du rimel, ça. Bon, en tout cas, cet art s'est enraciné très profondément dans notre société. Il est présent quotidiennement dans tous nos faits et gestes. Mais ça va au-delà de cette société, puisque aujourd'hui, d'autres territoires s'emparent du gros cas. La France, il y a France hexagonale, il y a énormément d'événements qui sont liés à ça. Pas seulement portés par des Guadeloupéens d'ailleurs, mais par d'autres personnes. On va en parler tout à l'heure. Et il me semblait important, maintenant que nous partons sur une évolution qui peut-être nous échapper, de faire appel à des jeunes gens qui, sur le territoire, portent le gros cas. Et pour certains, depuis très longtemps, c'est un sans aïeux, c'est non aïeux. Et donc, on va commencer par Karine, je le disais. Karine qui est dans cette tradition. Karine qui nous a rejoint, et tu en as dit quelques mots. Elle est intervenante danse traditionnelle depuis des années, professeure. Elle va nous en parler. En parallèle, elle a un métier, elle est éducatrice spécialisée. Et ce qui m'a interpellée, c'est qu'à la fois, elle travaille bien sur le gros cas, ouvert à tous les publics, aux enfants, aux seniors, mais aux personnes en situation de handicap. Et ils ont trouvé une appellation que je trouve très belle. Ce sont les personnes autrement capables. Elle va nous en parler tout à l'heure. Et puis, elle s'adresse aussi à des cas difficiles, à des personnes qui sont dans des grosses difficultés. Et ce chemin qu'elle fait d'apprentissage du gros cas, eh bien, elle l'a un peu transformé, puisque ce n'est pas simplement apprendre la technique, elle met la technique de côté pour être vraiment dans un chemin thérapeutique personnel et davantage dans l'épanouissement. Karine, est-ce que j'ai à peu près résumé ton travail, mais je sais que tu vas nous en dire plus par rapport à cela. Oui, bonjour à tous. Bonjour, madame. Bonjour. Oui, oui, tu as résumé quand même, en gros, enfin, ce que je fais, et avec le public, enfin, les différents publics sur lesquels j'interviens. Donc, voilà, donc l'intervenant
Donc, ben c'est ça, il a aussi un devoir, on peut dire, d'adaptabilité. L'adaptabilité et toute la différence avec juste des danseurs. Juste le danseur qui fait plus du scénique, voilà, plus sur les spectacles. Mais l'intervenant, pour moi, il a ce devoir d'adaptabilité et de pouvoir, selon sa sensibilité, aller vers différents publics. Mais au-delà de cela, Karine, ça serait intéressant que tu nous dises comment et quand tu es rentrée dans le gros car, avec la force. Alors, il y a un petit peu plus d'une vingtaine d'années maintenant, mais auparavant, c'est grâce à mon papa. C'est grâce à mon papa. C'est la transmission. La transmission qui m'a juste amené à les roses, où j'étais très très jeune, et qui m'a juste dit après, bon, c'est pas pour toi en fait. Je t'emmène pour que tu puisses savoir, mais c'est pas pour les dames, etc. Donc, il me disait ça. C'était il y a 20 ans quand même. Hein. Oui, mais il me l'avait dit il y a bien longtemps petite, et de continuer à faire ma natation, de continuer mon sport, ça m'ira très bien. Mais bon, il y a la désobéissance. La désobéissance. Et puis, quelques années après, je suis arrivée dedans dans les années 95-96. 95-96, où par des formations, comme ça, en écoutant un peu le tambour. Après, en ayant un frère danseur professionnel, donc voilà, qui était déjà baigné dans ce milieu-là. Donc, mais au fur et à mesure, un cheminement très personnel jusqu'à arriver à être membre fondatrice plutôt d'associations culturelles, notamment du ROCA, et on est confronté. Et ton père, il te voit à la télé et il t'appelle pour te dire c'est bien. c'est bien. Que, comme quoi, bon, pas totalement tenu, parce que dans sa famille, ça a toujours été Gouka. Chez les Blombous, ça a toujours été. À Papin, qui est du Gouka. Donc voilà. En gros, c'est ça. Et ensuite, le cheminement, il est, j'ai envie de dire, naturel. C'est pas forcément une formation recherchée, ça vient à toi. Et du coup, dans tout ce que j'ai fait, depuis même avant d'être éducatrice, donc j'ai toujours utilisé le Gouka comme bien-être pour les personnes, comme j'ai pas envie de dire thérapie, puisque être thérapeute, ça demande. Voilà, être thérapeute demande à avoir fait une formation de thérapie. Mais en tout cas, utiliser le Gouka comme bien-être, comme moyen d'épanouissement, comme outil de verbalisation pour certains, comme outil de développement personnel pour d'autres, voilà. Mais ça a toujours été présent dans tout mon parcours. Karine, juste une question avant de redonner la parole à Martine. Oui. Quel maître cas que vous avez apprécié, que vous avez aimé, ou dont vous êtes, j'ai envie de dire pas fan, mais enfin comme vous aimez beaucoup? Alors moi j'aime beaucoup Esnar Boisdur. Oui. Parce que c'est le premier que j'ai découvert et c'est le premier, enfin c'est la première chanson que j'ai appris à apprendre mon père, c'était celle d'Esnar. Oui. Donc voilà, on va dire Esnar. Ensuite, après on en découvre d'autres. Donc il y a les frères Geoffroy, et j'ai eu cette chance de quand je commençais à vraiment m'intéresser, à avoir beaucoup plus d'intérêt profond pour le Gouka, d'aller dans les soirées Les Roses et d'avoir à danser devant Sopta, devant Henri Delos, Feu. Donc j'ai eu l'occasion quand même dans les soirées des Roses de rencontrer Carnot, de voir ce dont on appelle maintenant les anciens, les maîtres cas. Donc dans les soirées, vraiment connaître les soirées Les Roses comme on en voit presque plus aujourd'hui. On parle de soirées Les Roses avec toute l'émulation qu'il y a dedans, toute la solidarité de la ronde, le système de la ronde et tout ce qui vient avec. Ce que défend Raymond Pater-Thourin de manière vraiment pugnace, et dans ses ouvrages aussi. Oui. Donc on constate qu'effectivement il y a une évolution. Est-ce que c'est une bonne évolution ou pas? Alors ça peut être... Alors, il faut qu'on tienne compte de justement de la progression de la société, et je pense qu'il faudrait peut-être petit à petit rappeler quand même, malgré l'évolution, qu'il faut qu'on revienne à un certain système Les Roses plus communicatif et moins spectacle. Moins commercial. Moins commercial et moins spectacle. Et grâce à quand même des associations, mais comme Kamod Jaka à l'époque, parce qu'il y a quand même une formation, d'accord, d'intervenants en danse et musique traditionnelle,
en 1997 avec l'Académie du Car, où nous étions une vingtaine de jeunes, moins jeunes, comme on dit, d'amateurs, gros cas, et d'autres qui baignaient déjà dedans. Donc, une formation qui, à l'époque, en tout cas, me paraissait suffisamment complète, hein, parce qu'on parlait bien sûr de la musique, de la danse, de l'anatomie du corps, parce qu'il fallait animer pour des personnes. Donc, pour être animateur ou intervenant, il y a quand même des éléments de formation qu'il faut avoir. Il faut passer par des unités de formation qui sont importantes parce qu'on travaille avec la personne. Donc, tenir compte du public, qu'est-ce qu'on peut faire avec des enfants, des adultes, voilà. Et avec l'association Kamojaka, ce sont vraiment les premiers à m'avoir fait confiance après cette formation-là, tout jeune. Et puis, mais j'ai toujours eu quand même cette sensibilité pour les personnes en situation de handicap, ou autrement capables, comme on dit. Et le concept que je développe, que j'appelle Vivir, ce concept-là, parce que c'est ce concept-là, parce que c'est avec celui-là, force d'expérience, et qui me permet de mieux aborder les différents publics avec lesquels j'interviens. Donc voilà, donc sous différentes expériences, hein, parce que quand on parle de Goka, on voit souvent la partie scénique. On ne pense pas forcément à tout le temps aux interventions des établissements publics, les établissements privés, des fois l'incarcération, des fois tout ce qui est établissement, on va dire, spécialisé, et médico-sociaux, les cas sociaux, voilà, parce qu'il y a diverses associations qui font appel aux intervenants, et en gros cas aussi, pour pouvoir travailler sur un projet, mais surtout sur le développement de la personne et lui permettre d'exprimer autrement ce qu'elle ressent, ce qu'elle a envie de faire. Et donc, il y a plusieurs méthodes. En tout cas, merci déjà pour cette présentation très complète. On va présenter aussi notre second invité, puisqu'après, il y aura un petit échange avant de terminer cette rencontre. Donc, Quentin Durumel, qui est là à nos côtés. Je ne dirais pas grand-chose sur Quentin, parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Il est tombé dedans, il avait 3 ans, il en a 19. Et il est organisateur d'événements gros cas. Alors, je pense que j'ai simplifié. Et ce qui m'a fait rire dans sa présence, quand on a discuté, il me dit, j'allais à l'école à Festin-Fleuret, c'est déjà d'ailleurs là où il a rencontré aussi Raymond Pater-Tourin, mais il était qu'à l'école, mais pas pour apprendre l'école. Il était qu'à l'école pour y organiser événements à l'école là. Et événements gros cas de préférence. Donc, et aujourd'hui, il a créé son entreprise d'événementiel autour de cette culture particulièrement, et partout où ça cogne, il est là, forcément. C'est pour ça qu'aujourd'hui il est venu aussi avec son tambour et qu'il va nous faire une toute petite démo avant que nous concluions. Ah oui, c'est pas pour rien à m'en dire mais on va le laisser se présenter aussi et nous dire son parcours depuis l'âge de 3 ans et les opportunités qu'il a eues sur ce cheminement extrêmement rapide pour arriver à aujourd'hui. Alors bonjour, merci pour l'invitation. C'est vrai que moi, je suis tombé justement dedans quand j'avais 3 ans, puisque j'étais à Paris-Saint-Simon, c'était un centre aéré où en fait ils proposaient l'activité gros cas. Et tout naturellement, je suis allé dedans, j'ai décidé de m'inscrire. Et par la suite, en fait, j'ai continué, j'ai appris avec Alain Vallier, qui m'a appris à jouer. Et ensuite, j'ai commencé à marquer, à me développer dans cette activité. Et je me suis vraiment plu, c'est devenu vraiment une passion. Et bien plus qu'une passion, c'est devenu même un mode de vie. Et en grandissant, quand je suis rentré au collège, on a commencé à mettre en place des activités. Donc on a fait des ateliers, on apprenait les gens à danser, on apprenait les gens à jouer. Et puis après, au lycée, j'ai fait la rencontre de Raymond Tourin, où là, vraiment, ma vie dans le groupe a vraiment pris vraiment beaucoup d'ampleur. Tout s'est accéléré à partir de là. Je suis rentré dans la troupe Patoré, où j'ai pu vraiment découvrir vraiment le monde du gros cas de l'intérieur, vraiment tous les codes. Le monde m'a vraiment appris tous les codes du gros cas. Ensuite, Kamojaka aussi, où je suis intervenant, donc je joue pour les danseuses, justement. Et puis par la suite, la troupe Chalet, vraiment pas mal
d'associations, enfin voilà. On m'appelle un peu partout. Aujourd'hui, je suis vraiment très content de ça. Et j'aime à dire que vraiment, le hookah, c'est vraiment plus qu'une passion, c'est un mode de vie. C'est-à-dire que la façon dont on est dans le hookah, c'est aussi la façon dont on est à l'extérieur en fait. La discipline qu'on apprend dans le hookah, c'est la discipline qu'on a à l'extérieur. Et le hookah en fait me fait voyager, puisque par exemple en février j'étais en Louisiane avec l'association Patoré. Le hookah s'exporte dans le monde et le hookah c'est vraiment un outil formidable qui vraiment, je vais dire même, élève les consciences. Donc voilà. C'est ce que disait Karine tout à l'heure sur les roses, tu es d'accord? Mais tout à fait. Les roses a perdu un petit peu son style réel, ses fondations, on va dire. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est vraiment mon rêve d'aller dans ce qu'on a, enfin, en vrai, les roses, comme on m'en parle, comme on a pu m'en parler avant, et c'est vraiment. Je trouve que oui, le hookah doit évoluer, ça va de soi. Maintenant, je pense qu'il y a des fondamentales qu'on ne doit pas oublier, puisque avant tout, le hookah, c'est vraiment, on va dire, un feeling, une sensation, c'est une manière d'être. En fait, quand j'ai envie d'aller dans un Lewis où vraiment, je me laisse vraiment porter par la musique, et non pas par les haut-parleurs qui sont là, etc. Et d'ailleurs, j'avais organisé en octobre dernier avec mon meilleur ami, j'avais organisé un coup de tambour près de chez moi. Franchement, déjà, je remercie tout le monde d'être venu parce que j'avais vraiment pas mal de personnes, c'était vraiment bien. Et à un moment, on avait de la sonnette, à un moment, la sonnette s'est coupée, l'électricité s'est coupée, et l'énergie qu'il y avait là, c'était incroyable en fait. On a pris vraiment le dessus sur la sono, sur tout ce qu'il y avait, et l'énergie des personnes qui étaient rassemblées au même endroit était vraiment formidable et incroyable. Je confirme. Et même la pluie ne nous a pas... Oui, parce que j'estime que c'est pas juste une histoire de tranche d'âge. Que quand il y a des plus jeunes, même si nous sommes tous les deux jeunes, quand il y a des plus jeunes, qu'on doit aussi les encourager. Oui. Et comme mon fils est dans la même tranche d'âge, donc, et qui est intéressé aussi par le hookah, qu'il fallait être là. Il fallait être là. Et même la pluie n'a pas arrêté le coup de tambour. L'électricité, on n'a pas arrêté, la pluie n'a pas arrêté, on dansait sous la pluie, enfin, voilà quoi. Et ça, ça montre... Ça, c'est l'esprit hookah. Oui, voilà, c'est ça. Et j'aimerais ajouter que vraiment, c'est l'esprit hookah. Et quand je disais que c'est un mode de vie, mais la motivation qu'on a eu à créer cet événement, il faut savoir qu'il y a eu plein de contraintes. On n'avait pas un rond, on a décidé de faire ça. On avait un terrain en face de chez nous, on a pris nos débroussages, on a les débroussages, les herbes nous dépassent. Non, mais c'est formidable, juste parce qu'on voulait rassembler des personnes autour de quelque chose qu'on aime et dans lequel on vit, autour d'un monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, en tout cas, ça se sent cette énergie et on regrette presque de ne pas avoir pu y participer, donc j'espère que ça sera pour la prochaine fois. Mais en parlant de gros cas, toujours dans cette idée de, comment on appelle ça, d'évolution, tout en gardant ce qui est le fondamental même du gros cas, tu m'expliquais faire partie d'un jeune groupe qui s'appelle Chalet. Exactement. Et donc dans ce groupe-là, que des jeunes qui expriment au travers de la danse et également comment on appelle ça, de la musique, toute leur énergie, toute l'énergie qu'ils mettent dans le gros cas. Tu peux nous en parler un petit peu plus de ce groupe? Alors, de Chalet? Chalet, c'est une troupe qui justement est faite par des jeunes et fonctionne avec des jeunes. Et je trouve ça vraiment formidable puisque j'ai intégré Chalet il y a peut-être 2-3 ans, je ne sais plus exactement. Mais en fait, c'est justement le fils de Karine, Livan, qui m'a dit oui, en fait, j'ai des amis à moi qui ont monté un groupe et viens donner un coup de main. Donc, avec grand plaisir, je dis on est des jeunes, on va faire quelque chose ensemble. Et au fur et à mesure, je trouve formidable en fait le rassemblement de jeunes qu'il y a eu. Et aussi qui montre au monde entier que oui, en fait, on est jeune, mais on a la possibilité de faire, on est jeune, mais on peut faire autant que les adultes et même, même plus, aller exporter, faire des choses beaucoup, beaucoup plus larges et intéressantes. Et la détermination du président de Chalet, vraiment, je tiens vraiment à le féliciter pour cette initiative parce que
il est vraiment déterminé et il a la niaque. Mais assez. Non, mais c'est formidable de voir ça, que je suis un jeune, mais lui aussi c'est un jeune et c'est formidable de voir qu'il a autant la niaque et qu'il en veut pour son groupe, pour sa structure, quoi. Est-ce qu'on pourrait penser, rêvons un peu tous ensemble, là, est-ce qu'on pourrait penser que justement c'est par la musique, c'est par le gros cas, c'est par cet investissement personnel que nos jeunes Guadeloupéens pourraient trouver un chemin? Ça peut être, je veux dire, une réponse à cette problématique? Mais bien sûr, et même plus largement, moi je suis convaincu que l'art, ça va tout régler. L'art peut tout régler parce que l'art réunit, l'art c'est incroyable, c'est vraiment un moyen de faire passer des messages mais grandioses. Et le gros cas, comme je le disais encore une fois, c'est un mode de vie où les jeunes qui y rentrent, je pense que par la passion qui les anime, en fait, puisque c'est quelque chose qui est en nous, je pense que vraiment les jeunes qui ont eu un chemin de vie un peu bancal peuvent vraiment se retrouver dans ce chemin-là, dans le gros cas, puisque le gros cas aussi, c'est un endroit où en fait il y a plein de corps de métier, mais énormément de corps de métier, et en plus il se développe, plus il y a des corps de métier qui viennent autour. Donc oui, ça apporte vraiment cette discipline, ça apporte vraiment cette formation et cette formation à la vie et cette niaque en fait de vouloir réussir et d'en vouloir plus pour notre vie. Oui. Il y a généralement quand je discutais avec certains musiciens de Gouka, je vous soumets ça, ils disaient qu'il y avait ce qu'on appelle le sentiment K. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot sur le sentiment K? Ça, on ne peut pas l'expliquer. C'est quelque chose qui est... C'est comme en anglais, on dit le soul. Oui, c'est vrai que c'est un sentiment. On peut peut-être décrire comment on le verbalise, comment on l'exprime, mais des fois on ne peut pas tout expliquer. Mais c'est vrai que le sentiment K, quand on intervient avec quel que soit le public, et qu'on se rend compte qu'au bout d'un moment, les personnes qui arrivent des fois dans l'atelier disent non mais je ne vais jamais faire ça, je ne sais pas remuer mes reins, je ne pourrai pas. Enfin, il y a plein de barrières, plein de limites qui prennent le dessus. Mais en trouvant la petite pédagogie, en trouvant le petit mot qui peut débloquer, après en fin d'atelier on a quelque chose de formidable, que ce soit chez les hommes, chez les femmes, chez les plus jeunes, chez les moins jeunes, chez les tout petits, même chez les autrement capables. Il y a ce petit quelque chose que la personne ressent, comme j'aime alors dire, dans ton nombril. Voilà, quand ça bouge dans le nombril, là, qu'est-ce que tu as envie de dire? Oublie un petit peu la technique. Oublie et dis-nous ce que tu as envie de dire. Dis-nous ce que tu as envie de dire. Et quand tu parlais tout à l'heure d'évolution, enfin, que l'art peut être un vecteur réconciliant, oui. On peut dire pour notre société réconciliant. Et par exemple au niveau de l'association JOC, dans laquelle j'interviens aussi, et il y a Romuald qui fait des ateliers de Kakwe ou de Gémélé-Goumé. Et souvent, les structures qu'il appelle, ce sont des structures qui reçoivent des jeunes qui ont un passif, des fois incarcéral ou pas, ou qui ont de grosses difficultés au niveau social, et les éducateurs qui montent les projets ou la structure qui monte le projet fait appel. Pourquoi? Parce que dans le Gémélé, il utilise un peu les techniques d'art martial, mais toujours avec la base Groka. Donc tout part d'une base Groka, et la base Groka qui accompagne l'art martial ou le Gémélé Goumi, qui accompagne le Kakwe. Le Kakwe, c'est plus danse moderne avec ce qu'il appelle Kakwe. J'explique rapidement. Oui, rapidement, il me reste quelques minutes à peine. Ce qui appelle Kakwe, c'est que c'est qu'au Kakwe, donc Kakwe en ça au café, et au Kakwe, etc. Donc il y a des petits sets comme Vivia, comme Kakwe, qui permettent à la personne de sortir un petit peu dans sa zone de confort ou dans ses limites pour pouvoir verbaliser à travers sa gestuelle. Il va falloir que je t'invite dans une autre émission, tu as encore beaucoup de choses à dire. J'aimerais bien conclure avec deux choses. La première, c'est la thématique de ce débat aujourd'hui, c'était pour nous, jeunesse Guadeloupe, qui dit Vigny Agroca. Est-ce que vous pouvez chacun répondre à cela? On va commencer d'abord par toi, parce que comme ça, tu auras le temps de préparer ton tambour, et on finira par Karine. En quelques mots.
Alors, pour moi, le futur du Grouka, c'est vraiment quelque chose qui ne perd pas sa racine, puisque c'est super important de garder, de rester ancré dans nos racines, mais qui s'exporte, vraiment qui devient même international, interplanétaire, tout ce que vous voulez, mais quelque chose vraiment qui devient encore une fois un mode de vie où on prend les valeurs qu'il y a à l'intérieur et qu'on exporte un peu partout. Et aussi, vous verrez qu'au fur et à mesure du temps, le Grouka il évolue, on rajoute des technologies à l'intérieur, on rajoute pas mal de choses à l'intérieur. Et c'est ce qui fait sa richesse, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui c'est vraiment non pas juste une pratique artistique, mais c'est vraiment quelque chose qui permet de guérir, c'est vraiment quelque chose qui permet de rassembler, de réunir. Et voilà, c'est magnifique quoi. Alors donc tu vas juste jouer, donc on laisse Karine conclure. Je vais. Voilà, qui dit Vigna Grouka? Alors pour moi, Vigna Grouka, c'est que ça vient, même si nous avons parlé des jeunes, nous avons dit que les jeunes peuvent faire, oui, il faut nous rester ancrés pour permettre à ces jeunes-là d'aller devant, pour permettre nous, en tant que jeunes, de continuer à aller devant, mais que les plus grands qu'il a aussi, plus à l'écoute en nous sous certains bitins et qu'à tenir compte des évolutions à bitins là pour nous toujours ni ancrage là parce que nous besoin ces plus grands là aussi pour nous continuer à aller devant et que pour qu'on continue à rouler. Force intergénérationnelle, il faut ça rester en l'amour qu'on nous a dit. Parole la belle. Et donc on coûte l'amour à présent. Peut-être qu'on coûte, mais il était bon. Merci en tout cas. Merci Martine, merci Karine. Beaucoup à vous merci Quentin. De participer à nous avoir reçus. Oui, et il faut faire la suite, hein, Martine. Karine et moi, on volait. Oui. Mais là, on volait ou bien on décatement. Et là, c'est que justement, joindre jeunesse, grand monde, ça qui capote la tradition et ça qui permet nous d'évoluer. D'accord, voilà. Nous attendons ça avec plaisir. Avec décathlon là, ça. Voilà. Bien, Jean qui est, Jean l'est pour nous prendre des petits pour campo. Et nous allons trouver nous tous là. Des autres artistes, c'est Diaonel et Jacques Darbo qui est invité en nous et qui viennent là et compagnie. Donc, tiens, aux arts citoyens. Aux arts citoyens. À tout de suite. Eh bien, à plus tard. Voilà, c'est la dernière séquence du ZCL News aujourd'hui. Je vous l'ai dit, on attendait des artistes. Nous déjà allés là. Et dire on est là, bonjour. Bonjour. Et Mr. Jacques Darbo. Comment ça va, camarade? Ça va. Avant de vous donner la parole, on fait un petit retour sur l'actualité avec Emmanuel. Oui, au niveau de l'actualité, on va parler de l'ouvrage de Simone Paulin, donc Femme blanche dans Habitation hantée. C'est un roman intime où Simone Paulin retrace son voyage intérieur où, avec en parabole, elle parle de secrets du mystère de la vie. On va voir un reportage d'Olivier Moradel qui les a rencontrés lors d'une soirée de présentation de cet ouvrage. Nous nous trouvons dans l'habitation des camps à Bémao, au domaine de Birmingham. Et donc, j'ai eu la chance d'acquérir avec mon mari, dans les années 85, cette maison du patrimoine de la Guadeloupe. Et on disait qu'elle était hantée, qu'il y avait
tous les soirs le propriétaire qui se promenait autour de la maison. Et c'est pourquoi ce titre, et on le verra dans le livre, a quelque chose à voir avec cette croyance. C'est une page de Guadeloupe. Simone Paulin, arrivée ici il y a quasiment 60 ans, a suivi donc un Guadeloupéen alors qu'elle est niçoise, d'origine sicilienne. Donc c'est tout un pan de vie, en même temps que de multiples expériences, une vie chaotique, où elle a travaillé dans le show business, avec des gens comme Joe Dassin, Gilbert Bécaud, Aznavour et autres. Brel. Donc on peut dire que c'est quand même un apport culturel pour la Guadeloupe. Elle a également fait beaucoup, justement, dans ce domaine de Birmingham où nous sommes. Donc cette histoire, on dit que c'est un roman, mais c'est tellement biographique que je trouve que c'est un ouvrage dans lequel beaucoup de Guadeloupéens peuvent s'identifier. Et le symbole même de la vie en Guadeloupe, avec ses difficultés et cette faculté de rebondir chaque fois. Il est vrai que c'est un livre très intime sur la vie de Simone, la vraie vie de Simone, ce qu'elle a vécu. Et pour moi, c'est vraiment ce qu'elle voulait en faire, c'est la transmission. Simone a 81 ans cette année, j'espère qu'elle les fêtera en août. Et c'est vrai que pour elle, c'était très important de restituer aussi à nous, j'ai envie de dire à ma génération aussi, mais celle de ma fille, par exemple. Pourquoi la plume? Parce que chez moi, on n'écrivait pas du tout dans mon milieu à Nice, donc je suis niçoise, émigrée d'Italie, et ce sont les fainéants qui lisent, donc je n'avais jamais lu. Et il se trouve que Maryse Condé est venue visiter le centre culturel Terre des Arts Nouveaux, et nous avons entretenu certaines relations, je ne vais pas trop vous révéler ce soir, mais Maryse Condé nous a écrit une pièce de théâtre avec Firmin Richard que nous avons jouée, qui s'appelle La faute à la vie. Et dernièrement, Firmin a écrit l'histoire de sa vie. Et elle m'a offert son livre, je l'ai lu et je me suis dit, mais c'est bizarre, je raconte ma vie à qui veut l'entendre et je pourrais peut-être essayer d'écrire. Et comme il y a eu le Covid et que je n'ai pas été du tout dérangée pendant le Covid, je me suis trouvée face à face avec moi-même et tout d'un coup, le flot de paroles s'est transformé et ce sont mes mains qui ont raconté cette histoire. Voilà, il est exactement 13h37, c'est un livre qu'il faudra peut-être lire. Alors, Eddie Arnel, auteur, dramaturge, metteur en scène, comédien, ça en été en vidéo. Plein d'autres d'ailleurs, mais bon. Et Jacques Darbo, chanteur, compositeur, sans en connaître. Et il est là avec nous. Et nous, on a invité d'ailleurs aussi qui nous a eu. BML, Loulou. Nous pouvons cacher. Oui, mais t'es gros, qui est passé. Bon, alors, aux arts citoyens, qu'est-ce que ça y est? Eh ben c'est génial, hein. Ça ne m'appartient pas, mais quand tu entends ça, oui. Hein, depuis Aux armes citoyens qui a fait couler tellement d'encre, maintenant on entend Aux arts citoyens pour chatouiller les cœurs. C'est magnifique. J'adore en tout cas. Oui. Aux arts citoyens parce qu'il serait temps qu'on prenne autre chose, une nouvelle donne, une nouvelle idéologie dans ce monde chaotique et surtout, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On veut simplement profiter de l'aubaine et surfer sur le cri d'alarme du maire de Pointe-à-Pitre pour inviter les artistes à nous regarder, se regarder premièrement, et puis oser se mettre ensemble, tester la chose, agir dans un espace emblématique qui est le centre, j'allais dire le centre des arts, voyez-vous, qui est la place de la Victoire. La place de la Victoire. Mais c'est révélateur. C'est révélateur. Et pourquoi pas, hein. Mais en tout cas, faire en sorte que ça soit un milieu peut-être artistique, socio-culturel, intellectuel, faire en sorte que le rayonnement touristique revienne. Je crois qu'on peut percer. Voilà, on a un nouveau front qu'on peut ouvrir là en toute paix, amour, convivialité, faire en sorte que l'économie sociale solidaire s'accomplisse. Et là, j'invite tout un chacun, surtout tous les artistes, à venir nous rencontrer autour d'un verre, parce qu'il y a des commerces aussi là. C'est l'occasion peut-être de faire refleurir un espace un petit peu abandonné et qui nous appelle en fait. Alors Jacques, tu vas être dans l'affaire. Tu vas dans les arts ou bien dans les citoyens? Mais tu vois, j'ai une chanson qui s'appelle Aux âmes citoyennes. C'est vrai. Donc évidemment. En fait, quand Durimel voulait être maire, je lui ai dit « Oukémé ». On peut en pressenti « Oukémé ». Et quand j'ai entendu la phrase « J'ai envie de remettre mon tablier », on dit « Pour ça d'être chaud ». Ça doit être chaud si vous avez mettre tablier, il est chaud même. Et j'ai un répertoire qui va à 900 personnes. Tout le temps, je le fais de 1 à 19.
on dit, bah, c'est bien plus bas. Il y a un bruit, il dit, on est là, il dit, mais mis ça qu'a fait. Et ça correspondait effectivement au fait que Dieu m'avait dit, je remonte, enfin, quand est-ce qu'il est rentable en moi. Et on dit, voilà, et comme je suis l'homme de l'instant présent, il n'y a pas à projeter, tu vois. On te dit même le cas qui sont dans 5 ans, comment c'est être comme ça depuis à présent. Donc en fait, on a enclenché directement, et comme c'est un passionné, moi je ne suis pas moins passionné que lui, donc forcément, ça a fait une infusion d'idées et de belle énergie. Donc voilà, donc ce samedi 20, sur la place de la Victoire, de 9 à 13, il va y avoir vraiment une espèce de big rencontre. Et je ne serai pas simplement là en tant qu'artiste, auteur, compositeur, je serai là aussi en tant qu'accompagnant, c'est-à-dire conseiller, donner des idées sur le développement personnel, un gars qui te dit je veux faire de la chanson, comment ça se passe, etc. Ça va être vraiment un lieu, comme il disait, c'est un mouvement informel. Après, on va, si je veux avec le temps, on va cadrer ça bien, on va définir, voilà, on va définir combien de fois par mois, si c'est début ou mois, fin, on va regarder, mais il faut déjà lancer l'idée. Et c'est vrai qu'il y a aussi une autre idée, on profite pour présenter le 3e mousquetaire, on peut très bien nous voir comme les 3 mousquetaires, monsieur donc Manuel Loulou, qui a eu cette idée de proposer, alors ce serait peut-être une forme de masterclass, mais autour des textes de Jacques Darboux, parce qu'effectivement tu regrettes le fait qu'on dise l'homme à la voix d'or et pas suffisamment l'homme au texte d'or, or ça va ensemble. Donc Jacques va chanter, va décortiquer, va nous emmener à la rencontre de ces textes, et tout le processus en fait. Ce que j'ai envie de créer, c'est le processus de création artistique. Telle est ma dramaturgie, c'est ça ma signature aujourd'hui. De création et de création. Et de création, oui, depuis hier. Depuis hier, c'est dans nos têtes. Mais alors, ça veut dire que les artistes viendront s'exprimer, j'ai envie de dire, publiquement, librement? C'est ça qui est intéressant. Parce que, alors, je ne sais pas s'il y a eu la même chose le truc là, enfin, il y a de grands mouvements un peu partout dans le monde. Oui. Saint-Germain-des-Prés, je sais pas, le truc là, à Paris, là où les poètes, Sartre, tout ça se rencontraient. Oui. C'était juste ailleurs. Qu'importe. Montparnasse, c'était à Montparnasse. Oui, tout ça en fait. Donc les artistes pourraient s'asseoir, boire un pot, démystifier cette fonction d'être artiste et tout, rencontrer donc le public. Oui. Donc, chers Guadeloupéens, si vous voulez donc rencontrer des artistes, vos artistes et bien d'autres, eh bien déjà, tous les artistes qui répondront présents seront là ce samedi 20 avril. Et il y aura donc peut-être rythmiquement, chronologiquement, peut-être chaque mois, chaque premier samedi ou dernier samedi, on est en train de voir, au niveau du comité, qu'on n'a pas encore créé, mais qu'on va créer, parce que c'est de l'informel. Comment faire pour donner rendez-vous au peuple, que le peuple se dise qu'il y a une sorte de tribune. C'est vrai, ce matin je pensais à ça et justement j'ai croisé Winnie Kaona qu'on salue et qui disait c'est dommage que la Biguine soit si enfant pauvre, hyper malheureux, et j'ai dit mais tu t'imagines une tribune peut-être sur la Biguine où on pourrait entendre justement tout le parcours de femmes de Winnie Kaona, mais aussi tous ceux qui font de la Biguine. Je pense à Ronnie Théophile, à comment elle s'appelle, Florence Napri, Mage, et puis Martine Sylvestre, et puis il y a d'autres aussi. Rien que la Biguine, une sorte de Biguine, un frottement, une sorte de rencontre, un frottement des arts au niveau, donc, comment ça va se passer? Donc certains seront dans des autour, en train de visiter, ou alors on pourra, comme j'ai dit, être assis dans un commerce, etc. En même temps, le public sera invité parce que c'est à la mode, à prendre des photos, à filmer, à faire des selfies, voilà, carrément interagir, parce que ce sera du forum. Et les artistes auront à se présenter à travers leur art et en même temps donner une anecdote de leur parcours professionnel. Et c'est cette anecdote-là qu'on va interroger, faire des jeux de rôle et s'amuser beaucoup avec pour, en finalité, arriver à proposer un concept, une proposition citoyenne qui pourrait améliorer, embellir, faire en sorte que cette place-là soit emblématique et fasse rayonner la culture, le tourisme, l'économie, que ça reprenne un peu. Que ça inspire les politiques, etc. Rallumer la ville. Tu parles même de nouvelle ville. Nouvelle ville, carrément. Nouvelle vie, nouvelle ville. On a besoin de l'apport de tout un chacun. Alors arrêtez, Guadeloupéens, il serait temps peut-être qu'on arrête avec le Fanchoumania, n'est-ce pas? le truc de venir voir Vita ces messieurs-là, ça marche. Alors, mais justement, donc, tu parlais d'interaction, d'interagir.
Il faudrait en fait que chaque individu qui arrive là se dise qu'il faut qu'il prenne la responsabilité de son génie. C'est-à-dire que, pas venir dire, regardez, fait, c'est-à-dire vous-même qui avez une occasion, ou dans vous-même aussi. Et comme tu disais, ça peut être filmé, relayé. Tout le monde est participant en fait. Oui, que les réseaux sociaux aussi. Il s'agit de resocialiser un tant soit peu les réseaux sociaux pour pas que ça parte comme ça en live. Enfin, c'est le propre des réseaux sociaux, mais ça peut être intéressant que les gens changent l'habitude, au lieu de filmer leur repas ou faire un selfie comme ça, peut-être filmer ce qui se passe, une création artistique, entrer dans la création artistique, modifier la création, remplacer et envoyer pour leur groupe. Et ça peut être assez intéressant de voir, d'entrer dans la vie, dans la création d'un artiste et en y joignant ses proches en fait. Alors rendez-vous donc samedi à partir de 9h. Samedi 20. Samedi qui vient dans 3 jours. De 9 à 13h. Comme ça, on ne peut pas poser d'autres questions. Non. Alors, Eddy, qu'est-ce qui est dans les tuyaux au niveau comédie, au niveau théâtre, au niveau... Eh bien justement, on va jouer donc le centre culturel de Sonis organise Cap Excellence en théâtre, et justement avec mon ami Manuel Bolbec, Loulou, on va jouer Diplôme d'État Lab. On l'avait déjà écrit avant qu'il y ait toute cette espèce de bouillonnement au niveau de la formation diplômante, et c'est une pièce, une sorte de conte moderne, contemporain, déjanté, où on parle du diplôme d'État. C'est prévu quand? C'est prévu le dimanche 5 mai au Mémorial Act. À 19h, oui. Jacques, qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux? Alors dans les tuyaux, tu as peut-être 4 chansons nouvelles qui vont circuler pendant l'année. Il y a un gros spectacle d'art au Palais des Sports qui est prévu à la fin du mois de novembre. Je crois que c'est le 30 novembre qu'on travaille dessus. Et de manière plus proche, le 28 avril, je suis avec mes frères, les copains et les copines, la génération Zouk, au Palais des Sports. Et puis, bientôt aussi, on aura Wish Cinéma qui sera... Wish qui sera sorti bientôt, donc avril, mai, on peut faire on a l'actualité. Ok, merci. Bien content de tes voisins, et puis rendez-vous samedi. Merci beaucoup. J'espère que tu seras là. En quelque part, c'est vrai. Mais pas c'est vrai. Ouais, non, on a besoin de vous en tant que journaliste. C'est vrai. Non, mais pour couvrir, voilà. Non, mais Danick, je sais qu'il c'est tout le monde en même temps. Merci beaucoup. Pas de problème. On revient sur le focus très rapidement avant de terminer. J'avais prévu d'en parler. Voilà, c'est arrivé. Et alors, focus sur la ville de Basse-Terre. Tout le monde prie. La ville de Basse-Terre, capitale de Saint-Kitts, a été fondée en 1627. Saint-Kitts a été parmi les premières îles de la Caraïbe colonisées par les Européens à avoir accueilli les premières colonies britanniques et françaises dans les Caraïbes. Basse-Terre, le chef-lieu de la Guadeloupe, elle a été bâtie par le gouverneur Charles en 1650. Donc ça veut dire que le Basse-Terre de Saint-Kitts est né avant notre Basse-Terre. Bien antérieur. Oui, bien antérieur. Alors le groupe s'est développé par les ordres religieux, les Capucins. La ville de Basse-Terre Saint-Kitts se trouve au sein de la Grande Vallée, en anglais. Elle est l'un des principaux dépôts commerciaux des Petites Antilles. La population estimée à 14 000 habitants, puisqu'il Basse-Terre en Guadeloupe, pour une superficie de 6,475 km². En 1876, la ville a subi un grave incendie qui l'a réduit en cendres. Juste une petite anecdote. J'étais allé à Saint-Kitts une fois et je suis à l'aéroport, j'allais partir, je parlais avec un Saint-Kittien. Et il me demande où j'habite. Je dis à Basse-Terre. Il me dit à Basse-Terre. Ici, alors. Il dit non, Basse-Terre, Guadeloupe, Bougla, Saint-Kitts, même pas une demi-heure d'ici, en avion. Il partait ça, quand il ni. Voilà, il ne savait pas. Il ne savait pas qu'il y avait notre ville qui s'appelait Basse-Terre. Mais à partir de ça, nous va faire un sketch et nous va fêter un théâtre. Voilà, c'est aussi ça. Si on revient sur Basse-Terre encore, parce qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment au Fort Fleur d'Épée, la NEC, c'est le numérique en commun, quelques images qu'on nous a envoyées, qu'on diffuse très rapidement, voir un peu. Les gens sont venus, ça se passe au fort, et des Guadeloupéens qui veulent s'informer sur le numérique, parce que malheureusement il y a beaucoup de gens qui croient que le numérique c'est quelque chose de passager à la mode, mais le numérique il s'est installé définitivement dans notre réalité sociale, économique et culturelle aussi, et donc il y a cette manifestation qui se fait, et je voulais juste faire un petit focus là-dessus. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On rappelle les titres avec Emmanuel très rapidement. Oui, au niveau de l'actualité, on a parlé de l'arrivée du ministre Darmanin, donc qui est pendant 2 jours avec la ministre déléguée aux Outre-mer
l'occasion de faire un point sur différents sujets, dont la violence, l'opération anti-drogue, l'eau, la canne, qui reste prégnant ici. Au niveau de l'opération Récréa-Fruits, on a eu un renouvellement donc sur Morne-à-l'eau. C'est une opération qui consiste à donner un fruit frais à chaque écolier, à chaque récréation, pour améliorer les bonnes habitudes alimentaires. On a parlé du démantèlement du réseau cuivre sur Petit-Bourg, donc d'ici 2025, on sera à la fibre. Et c'était l'occasion aussi de revenir sur la soirée de l'ouvrage lié à l'ouvrage donc de Simone Paulin, donc Femme blanche dans Habitation hantée. C'était pour l'actualité, tout. Et on a Richard Luce. Oui, on a parlé de Richard Luce avec Marie. On s'est demandé la permission d'appeler l'aéroport. Ah là là, c'est mon ancien. Oui. Voilà. Pardon? Le reportage de... Ah oui, c'est vrai, on a un petit reportage à diffuser. Oh là là, j'avais oublié ça. Petit reportage sur une fête indienne qui s'est déroulée il y a quelques semaines. On revient là-dessus, effectivement. C'était pas dans le sommaire, mais on va le faire. C'est parti. Nous sommes au palais de la culture Félix Proto aux Abîmes, où a eu lieu un spectacle de danse indienne et indo-guadeloupéenne. Ce spectacle a été organisé par les associations Kamala Natyam et Om Shanti, notamment car cette année marque le 170e anniversaire de l'arrivée des premiers travailleurs indiens en Guadeloupe. On retrouve Kamala à notre micro, qui a accepté de répondre à nos questions. Et nous avons le soutien inestimable des Amis de l'Inde et également de la ville des Abîmes, qui a été notre partenaire sur ce projet. Nous avons pour ce spectacle pu observer, apprécier de nombreux styles de danse. La danse indienne classique venant de l'Inde, telle que le Bharatanatyam et l'Odissi, sont venus se marier avec notre danse traditionnelle, la danse indo-guadeloupéenne, qui a été léguée par les anciens arrivés il y a 170 ans. Le caractère innovant de ce spectacle était de présenter sur une même scène, des danses classiques et des danses traditionnelles, mais surtout de donner à la danse indienne traditionnelle des lettres de noblesse, de lui redonner son cachet, de la présenter sur scène avec ses différents tableaux. L'autre caractéristique innovante de ce spectacle a été la présentation du matalonka, le mariage des sonorités du matalon, l'instrument traditionnel indo-guadeloupéen, et le ka, notre instrument fétiche de la Guadeloupe. Elle doit continuer parce que les danses, ça évolue sans cesse. Et donc nous avons hâte de continuer à travailler pour présenter à nouveau de beaux projets, de beaux spectacles avec tous nos partenaires. Et on remercie grandement toutes les personnes qui nous ont aidés financièrement, avec leurs mains, avec leurs têtes, avec leurs bras. Et vraiment, c'est formidable. On ne pourra pas tous les citer, mais ça vient du cœur. Et merci, merci, merci. Voilà, un petit reportage de Satyam et de Stéphane. Alors, je vous rappelle, depuis ce midi, on a reçu Caroline Alix pour une manifestation qui se fait lundi 22 à 8h30 à l'Université des Antilles. Ça s'appelle la justice restaurative. Elle a expliqué, elle est avocate, elle a expliqué ce que ce sera. On a reçu aussi Martine Fazer, Karine Blambou et Quentin Durimel pour un petit débat avec Jeunesse en nous qui divine Goka. On a entendu d'ailleurs, on a vu Karine danser, on a vu Quentin jouer un petit coup de musique. Et puis on a terminé avec nos deux amis Eddie Arnel et Jacques Darbo qui vous donnent rendez-vous samedi 20 à partir de 9h sur la place de la Victoire. Voilà, on aura tout dit et puis on a fait un petit focus sur Bastère 1 et Bastère 2. Pour moi qui bâtissent ça, ben une idée Bastère. Voilà. Et moi c'est pour Bastère. On a compris, je crois. Une idée grande. On a compris. Voilà. C'est pour aujourd'hui, la réalisation était assurée par, bien sûr, Yann avec le soutien de Doris en back-office. Et on se retrouve demain à partir de 2h30 pour une autre édition du ZCL News. Bye, ciao, bye bye.